Salut à tous et bienvenue pour ce 192e numéro d'Enjeu Capital. Je pensais que ça n'avait pas encore commencé, ça avait commencé. Pardonnez-moi pour ce petit silence. On est tôt ce matin, donc on est tôt déjà parce que Yacine, il y a un gros décalage horaire. Chez lui, il est 23h30 à Vancouver et il est tôt et le troisième larron nous a rejoint. Il a enfin rentré de Grèce. C'est Nicolas Puravo, donc je présente l'équipe. Salut Nico, comment ça va? Salut Mousse, salut Yas, salut tout le monde. Ça va bien, merci beaucoup. J'ai vu que ça parlait beaucoup de moi, donc ça me fait plaisir de revenir. Ah, mais tu sais qu'il y a beaucoup de commentaires, mais il est où? C'est un scandale. Nicolas, ça fait 3 semaines qu'il est parti. C'est pas normal, on l'a pas entendu, etc., etc., etc. Et surtout sur Neymar d'ailleurs. Les gens t'attendent sur Neymar. J'étais dans le loft, voilà. On attendait la fin du mercato, mais voilà, vous n'avez pas réussi à me vendre, donc je suis de retour pour la saison. Eh ben, en tout cas, ça fait plaisir de te voir revenir parmi nous, Nico. J'espère que tu t'es bien reposé en Grèce, que tout s'est bien passé, que tu as passé des bonnes vacances, même si je sais que tu es en transit en fait, parce que tu repars samedi ou vendredi, il me semble. Ouais, je repars vendredi, ouais, en Thaïlande. Je suis désolé. Il y en a qui vivent à Yacine. Pendant que nous, on trime, toi, les mecs, ils vont en Grèce, ils reviennent, ils repartent en Thaïlande. Bon, bah écoute, c'est la vie qu'il a choisi de mener, c'est comme ça. Bon, messieurs, on va revenir sur la prestation du Paris Saint-Germain hier. Donc, match du PSG face à. Je peux dire bonjour aux gens ou tu me présentes pas aujourd'hui? Ah, pardon, voilà. Mais tu vois, c'est ça mon problème. Déjà, j'ai mal démarré le podcast. Tu vois, ça va dans tous les sens. Et je t'ai oublié, Yass. Évidemment, coach Yacine qui est avec nous en direct de Vancouver. Salut, Yass. Salut à tous. Non, c'était surtout pour dire bonjour aux gens, parce qu'après, ils vont dire ouais, c'est mal poli. Ah, mais c'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. On n'a pas beaucoup dormi, c'est difficile ce matin. Je disais, messieurs, on va donc revenir sur le match PSG Paris Saint-Germain à Monaco qui a eu lieu hier soir au parc à 20h45, décidément. Match nul, un partout, avec un but de Kevin Volland en première mi-temps et une égalisation de Neymar en deuxième période sur penalty. Match difficile du PSG, messieurs, hier. On a eu l'impression que Paris, surtout en première mi-temps, a plus joué dans sa moitié de terrain que dans celle des Monégasques, notamment une première demi-heure assez difficile, où on a vu que les Monégasques ont beaucoup gêné les Parisiens lorsqu'ils voulaient sortir la balle. Pardon. Nico, je vais te donner la parole en premier, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Globalement, sur le match, même si je sais que tu as vu toutes les prestations du PSG depuis ton lieu de villégiature, qu'est-ce que tu as pensé hier du match? Je rappelle juste la composition, c'est la même que depuis le début de saison. Avec Donnarumma dans les buts, une défense à 3, Ramos, Kimpembe, Marquinhos. Seul petit changement, c'est Renato Sanchez qui intègre le milieu de terrain avec Verratti en remplacement de Vitinha qui a été suspendu suite à 3 cartons jaunes. Et ensuite, on a les 2 pistons habituels, Mendes et Hakimi, et le trio d'attaque Mbappé, Messi, Neymar. Je te donne la parole, Nico. Bah écoute, j'ai trouvé que c'était un match intéressant déjà à suivre, avec une vraie opposition, avec des problèmes à résoudre. Et donc déjà, c'était, de mon point de vue, déjà un peu plus intéressant que les 3 matchs de gala qu'on avait vus avant, 3 matchs amicaux avec des adversaires qui étaient juste là pour prendre une fessée. Donc déjà, de ce côté-là, je trouvais que c'était déjà une bonne chose de voir un vrai match de football avec 2 équipes qui se posaient des problèmes mutuellement. Après, sur les difficultés du Paris Saint-Germain en première mi-temps, on reviendra ça un petit peu en détail, mais je crois que tu l'as dit juste en présentant la composition d'équipe. L'absence de Vitinha a été flagrante, et je pense que la première demi-heure du PSG hier est complètement liée à ce milieu de terrain qui n'a pas fonctionné pendant presque une heure avec un Renato Sanchez dont c'était la première titularisation et qui a eu beaucoup de mal. Ça a eu pour conséquence de mettre en difficulté les latéraux, de mettre en difficulté également les centraux, avec très peu de solutions de relance. Et c'est vrai que la première demi-heure, Monaco, avec un système miroir sur le PSG qui était bien calqué, a vraiment bien bloqué toutes les sorties de balles. Et c'est vrai que la première demi-heure du PSG a été très décevante de ce point de vue-là. Après, j'ai trouvé que Paris avait plutôt bien réagi, que même si c'était pas le plus grand match de la saison en termes de performance individuelle et collective, il y avait largement la place de s'imposer. Et que c'est pas le genre de match sur lequel je pense qu'il faut être complètement inquiet. Parce que quand on se crée autant d'occasions de but que le PSG, quand on frappe 3 fois les poteaux, voilà, je pense que c'est un match que Paris aurait dû gagner
malgré les difficultés d'hier soir. Donc voilà, on va revenir un petit peu plus dans les détails, mais moi j'ai trouvé que c'était un match plutôt sympa à suivre en tout cas. Ouais, surtout sympa par rapport à l'opposition, si j'ai bien compris, qui était autrement un peu plus compliqué que ce qu'avait affronté le Paris Saint-Germain jusqu'à aujourd'hui. Tu as raison. Yas, avant de te lancer, je te donne quelques stats globales du match. Euh, Au niveau de la possession, on est à 67% de possession pour le Paris Saint-Germain. On a eu 18 tirs à 4 pour le PSG, hein, donc beaucoup plus tirés au but malgré le score de un but partout. Et il y a eu 12 tirs à 1 en seconde mi-temps. Donc on voit effectivement, Yas, que la seconde mi-temps était quand même meilleure que la première. Sinon, voilà, après, il y a eu 51 duels gagnés en tout pour le Paris Saint-Germain. Yas, pareil, hein, globalement, un peu plus décevant que les deux prestations précédentes. Mais c'est vrai, comme le disait Nico, l'adversité était un peu plus difficile que les autres adversaires du Paris Saint-Germain jusqu'à présent, Yas. Alors déjà, il faut savoir que Monaco, c'est une équipe qui réussit très bien au parc. C'est historique. Donc, C'est vrai. faut le rappeler aussi, parce qu'il n'y a pas de surprise. On a même parlé de bête noire à un moment, Yas. Hein. Franchement, je pense que en tout cas, dans mon souvenir, je pense que c'est l'équipe qui prend le plus de points au parc dans l'histoire. Euh, Après, voilà, le match, effectivement, il a mal démarré parce que je pense que Paris ne s'attendait pas à cette agressivité, ne s'attendait pas à ce système de jeu et s'attendait pas à ce que Monaco vienne les chercher aussi haut. Et en fait, c'est là aussi que je rejoins Nico dans le sens où c'est super, hein, les premiers matchs, on s'est fait plaisir, on a repris un peu de plaisir, on était content, il y a eu des buts, mais malgré tout, à un moment donné, c'est aussi ce qui te permet d'avancer, ce sont ces matchs-là. Et c'est très bien qu'ils tombent pas très loin de la Ligue des Champions parce que ça va te permettre d'attaquer la Juve avec un autre état d'esprit en sachant que tu seras pas sur une série de 5 matchs avec 7 buts marqués en te disant c'est bon, on va y aller en tongue et voilà. Donc déjà, ça te remet entre guillemets les pieds sur terre, même si je pense pas qu'ils étaient non plus sur un nuage, hein, ils savent très bien qu'ils ont affronté, mais voilà. La deuxième chose, c'est que je pense que moi, ce qui me dérange en fait, c'est que je rejoins Nico sur les occasions, sur le fait que globalement, on va pas mentir, le PSG aurait dû l'emporter. Malgré tout, je trouve que c'est la première fois où tu as un vrai problème tactique. Et pour moi, tu n'as pas trouvé la réponse. T'as pas trouvé la réponse dans l'animation, t'as pas trouvé la réponse dans le coaching. On reviendra après sur les joueurs individuellement, mais voilà, et je pense qu'il y a quelque chose à voir dans l'évolution du jeu, notamment entre les trois défenseurs, Verratti, pour justement contrer en fait, parce que toutes les équipes vont pas t'attendre tout le temps comme ça s'est passé avant, ou te laisser des espaces, mais ce genre de match où il y a un bloc très compact en face, tu vas le retrouver quand même. Tu vas le retrouver en Ligue des Champions, tu vas le retrouver alors sur certaines équipes, parce qu'en Ligue des Champions, il y a quand même des matchs ouverts aussi, mais voilà, et ce problème-là, cette problématique-là, pour l'instant, en tout cas hier soir, tu n'as pas réussi à résoudre ce problème. Et je pense qu'on a beaucoup loué ce que faisait Galtier depuis le début de saison. Hier, il est un peu aussi coupable, comme les autres, de ce qu'on a vu. Et la première mi-temps, on n'est pas loin d'être retombé dans ce qu'on voyait avec Pochettino. C'est-à-dire que pour moi, ça manquait de rythme, ça manquait de mouvement, ça manquait d'intelligence, ça manquait de cohérence. Voilà, j'avais l'impression un peu d'une équipe, bon, on est sur le terrain et puis il va se passer quelque chose de toute façon. Voilà. Effectivement, la deuxième mi-temps est meilleure. Mais globalement, il y a des choses à dire. Et c'est plutôt intéressant, encore une fois, que ça arrive juste avant la Ligue des Champions. Oui, oui, tu as raison. D'ailleurs, on va rentrer dans une période aussi d'un match tous les 3 jours, hein, pendant 3 semaines. Donc, prochain rendez-vous, c'est Toulouse PSG, il me semble, hein, mercredi soir, c'est ça, Yas? Mercredi. Ouais, mercredi, ouais. Mercredi soir, ouais, c'est ça. Face à Toulouse. Nico, pour rentrer un peu plus en détail, hein, sur les joueurs, on va parler tout de suite de Renato Sanchez, hein, qui s'est vu offrir sa première titularisation hier, Nico. Il était rentré en jeu face à Lille, mais bon, le score était acquis, et puis il était rentré, je crois, une quinzaine de minutes, même s'il avait mis son petit but, je crois que c'était 10 minutes, il était rentré. Je te donne ses statistiques. C'est contre Montpellier. Ouais. Ah, contre Montpellier, pardon. Oui, pardon. Tu as raison. Je te donne quelques stats de Sanchez, si on parle de lui juste après. Donc, il a touché 47 ballons, donc tout ça en 60-65 minutes. Hein, il est resté sur le terrain. 44 passes réussies, un duel gagné sur 5, c'est très peu.
Et un ballon perdu, 5 récupérés et 0 tacle réussi. Pour un milieu, c'est c'est compliqué. On parlera aussi des stats de Verratti tout à l'heure qui sont complètement différentes. Et c'est vrai, Nico, comme l'a dit tout à l'heure Yacine, alors effectivement, c'est la première fois qu'il jouait, hein, c'est un manque de complémentarité, notamment avec Verratti, mais il a semblé un peu perdu hier au milieu de terrain, ne sachant pas où trouver sa place. Parfois, c'est vrai, comme l'a écrit dans son papier, Yacine, on semblait qu'il avait aussi un peu abandonné Verratti. Première pas très réussie pour Sanchez et surtout Nico, et je crois que tu avais fait un tweet aussi dans ce sens-là, c'est là aussi tu vois l'importance de Vitinha qui s'est intégré très vite et la différence de jeu entre les deux, entre Sanchez et Vitinha, Nico. Ouais, alors après, attention, hein, c'est une première titularisation, c'est un joueur qui arrivait un peu plus tard que les autres. On va pas commencer à enterrer Renato Sanchez sur un match. Mais oui, bien sûr. Le manque de complémentarité, c'est normal, c'est sa première. Non, mais après, on peut dire, enfin, moi hier, voilà, j'étais le premier à critiquer sa prestation, mais voilà, encore une fois, tout ce qu'on va dire là, c'est évidemment pas définitif, on est sur l'instant T, voilà. Mais c'est vrai que sur le match d'hier, on sent un joueur qui déjà qui n'a pas de repère collectif par rapport à ses coéquipiers, ça s'est senti. La différence avec Vitinha et la complémentarité avec Verratti, ça a été vraiment flagrant. Ensuite, là, moi, on m'a un peu plus déçu c'est sur ce côté absence de prise de risque. C'est-à-dire qu'on a vu un joueur qui a récupéré l'essentiel de ses ballons de haut but, qui s'est à chaque fois contenté de remiser derrière. On n'a pas retrouvé le Renato Sanchez qu'on connaît de Lille, notamment avec toujours cette volonté de casser les lignes par la course ou par la passe. Hier, on a senti un joueur un peu trop prudent, un peu timoré. Alors voilà, première au parc. Encore une fois, il y a beaucoup de circonstances atténuantes, mais je pense que ça a été très clairement le maillon faible du PSG pendant une heure. Parce que même en deuxième mi-temps, même si ça va mieux, si le bloc équipe est beaucoup mieux en deuxième période, s'il y a moins de pression de la part de Lille, bah, tu sens quand même pas un joueur qui est capable de faire des différences comme Vitinha peut le faire. Et puis voilà, surtout encore une fois dans le mouvement, dans la disponibilité, dans cette possibilité d'offrir des relances aux centraux. Et hier, c'est ce qui a manqué au PSG, je pense, pendant la première mi-temps. On avait le seul Verratti capable vraiment de faire des choses. Et comme le dit Yacine, on s'est retrouvé un petit peu dans un schéma de l'ère Pochettino avec un circuit de passe réduit au minimum et avec du coup beaucoup de difficultés à s'extraire du pressing adverse. Donc ouais, je pense que ça a été vraiment hier Renato Sanchez la grosse déception, mais encore une fois, voilà, il y a vraiment des circonstances atténuantes. Il faudra le revoir dans d'autres matchs avant de l'enterrer. Et puis il y a aussi peut-être aussi cette interrogation de savoir s'il a les capacités de jouer dans un milieu à deux. C'est un joueur qui, je pense, sera plus à l'aise avec 3 milieux de terrain. Maintenant, voilà, il vient d'arriver. Il va s'inscrire très, très progressivement dans ce collectif et ce sera mieux à l'avenir, j'en suis certain. Mais hier, c'était vraiment effectivement la grosse déception et surtout, je pense, le point central qui a fait que le PSG, pendant une mi-temps, a été en grosse difficulté en termes de développement de jeu. Yas, t'es d'accord avec Nico, notamment au niveau du manque de mouvement. En tout cas, il y a eu beaucoup moins de mouvement que sur les matchs précédents. Et une question aussi, Yas, est-ce que Renato Sanchez a déjà joué, a déjà évolué dans ce système de jeu? Alors, oui, à deux, parce que déjà Galtier joue en 4-4-2 à Lille et que finalement, tu as toujours ce double pivot et qu'il l'a déjà fait. Mais je pense qu'il y a d'autres choses. La première, c'est que Vitinha, en fait, c'est ça qui est marrant dans le foot, c'est qu'il faut se rappeler de son premier match amical où beaucoup de personnes avaient dit ah ouais, c'est peut-être pas un si bon joueur, il avait l'air perdu, etc. Donc tu vois, le premier match, c'est toujours un peu compliqué, notamment au PSG. Sauf que Vitinha, c'était un match amical de préparation et que Sanchez, c'est un match officiel de championnat. La deuxième chose, c'est que effectivement, on a vu beaucoup de très bonnes choses avec Vitinha et il a eu le temps de créer des automatismes avec Verratti. Maintenant, personne ne dit qu'avec la première mi-temps de Monaco hier, Vitinha serait sorti du lot aussi. Peut-être qu'il aurait été en difficulté puisque c'est la première fois que tu t'es retrouvé dans cette configuration-là. Et en plus, mené au score. Donc bon, après, sur ce qu'il a montré, on a envie de croire que ça aurait été mieux, mais on ne le sait pas. Et puis la troisième chose, c'est là où je parlais de Galtier tout à l'heure. C'est toujours la limite, et c'est pas une critique, hein, je le dis tout de suite, c'est un constat. C'est toujours la limite entre ce calendrier déjà très compact pour attaquer la Ligue des Champions très tôt, et que Galtier a préparé son 11.
À part le premier match, je crois, la plupart des matchs, il a quand même fait une majorité de changements tardifs. Donc, on lui a donné très peu de temps de jeu. La preuve, tu disais tout à l'heure, tu parlais de Montpellier, Sanchez contre Montpellier, il rentre 7-8 minutes. Alors, effectivement, il marque un but en 7-8 minutes, mais il rentre que 7-8 minutes. Il a pris le parti de préparer son équipe, en fait, en créant ce 11 et en lui donnant un maximum de temps de jeu. Et la contrepartie, c'est qu'en fait, les autres n'ont pas beaucoup joué. Et hier, par exemple, est-ce qu'à un moment donné, tu peux te dire, est-ce que faire rentrer Ekitike, ça peut être intéressant? Peut-être, sauf qu'Ekitike, il a 10 minutes dans les jambes. Est-ce qu'il aurait apporté? Est-ce qu'il a les automatismes pour ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de mettre Ekitike quand on a besoin, là, à l'instant T? Donc, c'est la limite de cette gestion. Et c'est pour ça aussi qu'on attendait la multiplication des matchs avec ces matchs tous les 3 jours, parce que je pense que déjà à Toulouse, il va y avoir un certain nombre de changements. Parce que Paris rejoue samedi et Paris rejoue en Ligue des Champions la semaine d'après. Donc là, tu vas rentrer dans le dur et je pense, tu vois, par exemple, à Toulouse, ça ne m'étonnerait pas, par exemple, de voir Verratti sur le banc. Mais moi, j'allais y venir en fin de podcast. On peut l'aborder ici, mais c'est vrai qu'avec le match en milieu de semaine, plus un autre le week-end et celui de Ligue des Champions, moi, je m'attends aussi à ce que Galtier fasse un bon turnover ce mercredi. Pourquoi pas voir les nouvelles recrues, hein, les Ekitike, les Mukele, etc., prendre part au match. Oui, tu as raison. Je te laisse finir. Voilà. Et donc, pour revenir à Renato, bah oui, c'est logique qu'il soit un peu perdu. Parce que malgré tout, Vitinha avait créé cette complicité avec les autres dans les mouvements, notamment ses décrochages, etc. Et il avait aussi progressé, faut regarder les stats, même si je ne suis pas un fan de stats, du nombre de ballons touchés entre Vitinha sur les premiers matchs et le dernier, et les 2 derniers, où il était en dessous de 50, et il est passé au-dessus de 60-70. Parce qu'il commence à devenir important, parce que Verratti a trouvé ce relais, et c'est logique qu'il ne l'avait pas avec Renato, puisqu'ils n'ont pratiquement pas de minutes ensemble. D'ailleurs, je crois qu'ils n'en ont pas, parce que on ne doit pas être beaucoup, quoi. Donc, ces automatismes-là, ils sont importants, et là où je rejoins Nico, c'est évidemment, en dehors des automatismes, c'est cette timidité dans le jeu de Renato qu'on a vu hier. Il y a très très peu de prise de balle vers l'avant. On a senti qu'il ne voulait pas être celui qui perd le ballon, qui va créer un danger, donc il a pris 0 risque et les passes en retrait. Et c'est vrai, quand tu as vu Renato jouer, et même quand il est en difficulté au Bayern, c'est un joueur qui percute, c'est un joueur qui élimine, c'est un joueur qui avance. Il a du déchet, mais il a un jeu qui est plutôt dans la percussion. Et hier, on l'a senti très très peureux. Donc, ça n'a pas aidé à faire reculer le bloc monégasque. Et pourquoi c'est le point central de la mauvaise, entre guillemets, prestation parisienne? C'est que Monaco avait mis en place quelque chose justement pour mettre de la densité au milieu. Et les 2 centraux qui permettaient d'avancer quand le bloc défendait haut. Et en fait, ce que n'a pas beaucoup apporté Mbappé et ce que n'a pas apporté Sanchez, c'est justement de se positionner dans le dos des milieux pour empêcher ces 2 centraux de venir apporter du surnombre et de bloquer le milieu de terrain. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de relais. Si on ajoute à ça rapidement que Messi était un peu moins visible, etc., ça donne cette prestation où on a retrouvé du Pochettino en gros. Bon, va falloir trouver un devant, il va faire un exploit, parce que dans la construction du jeu, on n'y est pas. Avant de parler de Verratti, Nico, c'est vrai que même sur l'impact physique, et notamment dans la première demi-heure, on a senti que les Parisiens n'étaient pas, et au contraire, Monaco mettait beaucoup d'impact physique. Et moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, jusqu'à la 30e minute, que le PSG était là, je sais pas, comme s'ils étaient en observation, mais tu avais l'impression que, alors, je pense pas qu'il y ait de la fatigue, parce que là, ils ont joué qu'une fois par semaine, mais ils y étaient pas trop, moi, je trouve, dans l'impact physique, Nico. De toute façon, Galtier le dit lui-même, hein, il dit qu'ils ont été surpris. Donc ça, moi, je trouve que s'il y a un point inquiétant de cette soirée, moi, je pense que c'est sur ce côté-là. C'est cette entame de match avec des Parisiens, effectivement, un peu en mode sénateur, un peu, voilà, on fait tourner derrière, on va finir par se sortir du pressing, mais sans mettre d'intensité. C'était des passes un peu molles. Ils ont été surpris par l'entame de match de Monaco. Donc ça veut dire que ça n'a pas été si bien préparé que ça. C'est qu'il y a une défaillance. D'ailleurs, Galtier, il l'a reconnu lui-même et avec beaucoup de lucidité et d'honnêteté. Donc c'est un petit peu le point inquiétant. Mais après, là où je rejoins pas Yacine, c'est que je trouve qu'au contraire, justement, le PSG a bien rectifié la donne. Alors, bien aidé évidemment par le pressing monégasque qui a baissé d'intensité à la mi-temps. Mais la deuxième période du PSG, honnêtement, alors c'était moins flamboyant effectivement qu'entre Lille, mais la deuxième mi-temps du PSG, d'ailleurs, Mousse, tu le dis toi-même, voilà, après la tentative de Ben Yedder dès la 46e ou la 47e, Monaco n'a plus tiré du match. Monaco s'est recroquevillé derrière, Monaco a proposé un bloc bas très bien organisé, il y a eu quelques sorties de balles, mais
qui ont été finalement plutôt bien contenus par le PSG. Moi, je trouve que la deuxième mi-temps, ils ont plutôt bien rectifié le tir. Après, voilà, il y avait moins de flamboyance dans le jeu, il y avait plus de difficultés. Alors après, voilà, l'entame de match a fait aussi que tu te mets un petit peu en difficulté par rapport à tout ça. Mais oui, il va falloir de toute façon effectivement éviter de refaire ce genre de première demi-heure parce que tu sois surpris pendant 5 minutes par le pressing adverse, voilà, une équipe qui te rentre dedans tout de suite, tu t'attends pas, bon pourquoi pas, mais tu peux pas mettre 35-40 minutes à commencer à bouger, à trouver des relais entre les lignes, à mettre un peu d'intensité dans tes passes, quoi. Moi j'ai été un peu étonné de ça. Bon, écoute, voilà, c'était une mauvaise entame, et encore une fois, malgré tous ces points négatifs de la soirée, le PSG aurait dû largement gagner ce match, donc je suis pas trop inquiet par rapport à ça, mais en tout cas, il y a des vrais axes de progression par rapport à cette entame et par rapport effectivement à ce défi physique qu'on t'impose, parce que on n'aura pas que des équipes comme Lille, comme Montpellier ou comme Clermont qui vont se laisser faire et regarder, quoi. Donc il va falloir effectivement rectifier ça. On va avoir des équipes comme Lens et Marseille qui font des bons débuts de saison aussi. Et c'est vrai que Marseille, ça peut être un peu compliqué vu le style de jeu qui est en train de s'imposer Marseille. Bon, on en reparlera, hein, c'est au mois d'octobre, on a un peu de temps d'ici là. Je te laisse la parole, Nico, sur Verratti. Je te donne quelques stats, puis après tu réagiras, Yas. Donc Verratti, il a touché 140 ballons. 105 passes réussies sur 116, 10 duels gagnés sur 16, 18 ballons perdus, c'est énorme quand même, 10 ballons récupérés, 5 tacles réussis sur 6, une interception pour Verratti, Nico. Verratti, c'est un des seuls joueurs de la première mi-temps qui propose quelque chose en termes de mouvement. Et qui ne pas quand même, Nico. On voyait parfois sur la ligne, même ligne que Ramos. Oui, c'est normal, avec des latéraux qu'on n'arrive pas à trouver, avec des centraux qui n'arrivent pas à se projeter par la passe ou par la course, qui restent très bas et qui font tourner la balle derrière. Verratti a été la chercher très souvent assez bas. Après, encore une fois, en première mi-temps, c'est le meilleur joueur du PSG en termes voilà, sur le bilan de la première mi-temps, c'est le seul joueur qui sort vraiment du lot. Et en deuxième mi-temps, c'est également lui qui insuffle un petit peu le mouvement vers l'avant, le pressing, qui fait reculer le bloc monégasque. Alors j'écoute pas toutes les émissions après les matchs, même aucune généralement, mais j'ai vu passer sur Twitter quelques extraits où encore une fois il y a des personnes qui expliquent que Verratti hier est mauvais et que en fait tout est à cause de lui. En fait hier c'est grâce à lui que le PSG coule pas, je pense, en première mi-temps. Et surtout, c'est grâce à lui en deuxième mi-temps également que le bloc remonte. Donc non, c'est un bon Verratti. C'est pas son meilleur match évidemment, parce que Verratti est aussi dépendant d'un collectif, faut pas oublier. Mais moi, j'ai été hier plutôt rassuré par Verratti, surtout sur sa capacité à multiplier les courses, à avoir du volume de jeu. Et, non, j'ai trouvé que c'était sans être un excellent Verratti, j'ai trouvé que c'était un bon Verratti hier. Donc pas grand-chose à dire de ce côté-là. Yas, pareil, hein, sur Verratti, comment tu juges son match? Moi, j'imagine que tu es d'accord avec Nico sur sur la qualité du match de Verratti hier, qui était en plus, tu l'as dit dans ton papier, hein, qui était plutôt seul au milieu parce que Sanchez c'est sa première et qu'on l'a dit, il avait l'air un peu perdu. Et puis il reste tout le match hier. Yas, hein, il fait ses 90 minutes, hein, donc vas-y, hein, je t'écoute, hein, sur ton chouchou, hein, Marco Verratti. Il fait 90 minutes, il presse, des fois, parfois tout seul. Il a fait des pressings, il courait tout seul. Donc voilà, il a été à son niveau, comme le dit Nico. Ça n'a pas été le meilleur Verratti qu'on ait vu, mais ça a été le meilleur joueur du PSG, encore une fois. Je pense qu'il était malgré tout ciblé quand les zones de pressing monégasques, il savait que c'est le joueur qui relance le ballon, et c'est là où il va y avoir un problème après, je vais y venir. Mais sur le match de Verratti, c'est toujours pareil, les statistiques, t'en fais un peu ce que tu veux. Quand tu dis il perd 18 ballons, effectivement ça paraît beaucoup. Alors déjà il en joue 140, donc c'est peut-être pas tant que ça. Ouais. Mais surtout, en fait, c'est quoi l'histoire? C'est que Verratti, c'est un joueur, et je l'avais déjà montré dans la Minute Coach, et je vais essayer d'en remontrer parce que je crois qu'il faut insister sur ce rôle-là. C'est un joueur qui ne donne pas de ballon inutile, entre guillemets, ce qu'on appelle la passe inutile. Donc le joueur à 3 mètres, où tu as éliminé personne. C'est un joueur qui va constamment chercher à créer quelque chose, à fixer, à déséquilibrer. Et lui, il a une prise de risque dans sa passe. Alors, effectivement, il y a du déchet, et peut-être plus que d'habitude,
Mais aussi parce que devant, il y a eu moins de mouvements, parce qu'il manquait Vitinha qui est venu dans les autres matchs créer ce joueur entre les lignes. Messi a été moins visible. Donc c'est logique qu'il y ait du déchet. Mais il y a du déchet parce qu'il tente. Moi, personnellement, si Verratti touche 140 ballons, il réussit 140 passes, mais qu'il donne 139 ballons à Marquinhos et un à Ramos, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc c'est toujours pareil comment on analyse les statistiques. La dernière chose, c'est que en fait, on en parle beaucoup depuis le début de saison, ce positionnement de Verratti très bas. Moi, j'ai dit, il ne me pose pas de problème parce qu'on sait ce qu'il est capable de faire. Mais il me pose un problème, et j'en avais déjà parlé, c'est que, en fait, je trouve qu'il minimise ou déresponsabilise, je ne sais pas comment on peut dire, le rôle des trois de derrière. Et finalement, hier, quand Verratti, entre guillemets, est un peu gêné, ou en tout cas qu'il n'y a pas les solutions, mais il faut bien qu'il y en ait un des trois de derrière, comme Marquinhos, par exemple, qui disent, bah, puisqu'ils viennent nous chercher, mais ils ne viennent pas non plus nous chercher dans notre surface. Donc, moi, je vais essayer de créer cette première rampe de lancement, et toi, va peut-être un peu plus haut. Parce que finalement, tu perds 3 joueurs. Si tu donnes le ballon à Verratti, qui est très bas, et que tu ne te sers pas de Marquinhos, Kimpembe, Ramos, mais tu as 3 joueurs en moins dans la construction de ton équipe. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les trois de derrière, pas aujourd'hui, mais depuis le début de saison, ils font des bons matchs, ils permettent au bloc d'être haut, compact, il n'y a pas de problème, ils défendent plutôt bien, mais il y a quand même une limite dans le jeu avec ballon. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je me rappelle encore de cette interview de Benzema après l'élimination du PSG, qui dit en deuxième mi-temps, on a décidé de bloquer Verratti, parce que Verratti, c'est le système du PSG, et on savait que s'il ne le trouvait pas, le match basculait à 70%. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux donc pas tout miser sur Verratti, parce que le jour où il y a une équipe qui va dire, OK, on va le bloquer lui, qu'est-ce qui se passe en fait? On n'a plus de solution. Donc ça, c'est un problème. Et je voulais juste finir sur un dernier truc sur l'exigence. Tout ce qu'on a dit depuis le début de l'année, et heureusement que, que malgré tout, des fois, on est un peu chiant, on avait quand même parlé contre Montpellier, contre Lille, contre Nantes, de certaines phases de transition que le PSG gérait mal. On avait dit alors ça ne porte pas à conséquence, mais attention quand même. Hier, Monaco, ils ont 3 phases de transition à jouer, les 3 vont au bout. Et notamment sur le but où Ramos n'est pas aligné, où le porteur n'est pas pressé au départ, tu trouves Voland. J'allais vous interroger sur le but de Folland et la responsabilité des uns et des autres. Si tu veux qu'on en parle tout de suite, je te laisse, puis après, Nico, tu donneras ton sentiment. Bah oui, en fait, pour moi, la responsabilité, elle est évidemment de Ramos, la principale, parce que c'est lui qui couvre l'appel de Voland. Mais en vérité, la responsabilité, elle est de tout le monde. Elle est de tout le monde parce qu'au devant, on ne gêne pas cette première passe. Et moi, j'avais dit que les attaquants, on ne leur demande pas d'aller mettre des tacles, on ne leur demande pas d'aller mettre d'être dans les duels aériens, etc. On leur demande de gêner cette première relance pour éviter à l'équipe adverse de trouver de la verticalité, de la profondeur rapidement. Ils ne font pas. Derrière, tu es en déséquilibre. Tu as Renato qui est perdu et tu as cette ligne de 3 avec Ramos qui a décroché et qui est pas aligné. Et tu as cette passe plein axe en profondeur pour Voland. Mais ça, c'est pas possible. Et c'est que Monaco. Et quand, je voulais dire un truc en plus tout à l'heure, quand Nico a dit ils ont été surpris par Monaco. Évidemment que je rejoins Nico, c'est pas normal. Mais les dernières prestations de Monaco, elles te mettaient pas en garde sur les. Voilà, tu as été éliminé par Eindhoven, tu as pris 4-1 contre Lens, je crois. Enfin, il n'y avait rien qui te disait ce Monaco-là va venir au parc et te poser des problèmes. Donc, évidemment, je rejoins 100% Nico, hein, c'est pas normal. Mais voilà. Et donc là, tu te fais ouvrir plein axe, c'est pas possible. Parce que déjà, tu es mené au score, parce que c'est quelque chose quand même qui est. C'est pas une action de fou que fait Monaco. Hein. Il y a 2 passes. Hein. Il récupère un ballon, il trouve devant, l'autre il trouve en profondeur, il va tout droit, il tire, il marque. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, il y a ces phases-là. Parce que le ballon a été récupéré au niveau de la ligne médiane. Hein, ouais. C'est aussi pour ça. Il y a ça aussi qu'il va falloir gérer. Et moi, je répète, sans un positionnement des 3 de devant qui gêne cette première relance, oui, il n'y aura plus d'histoire de système en 3-5-2, en 4-3-3. De toute façon, tu vas avoir des problèmes. Voilà. Sur le but, Yaz, en fait, tu peux même pas incriminer Mbappé et Neymar, parce que c'est Messi qui décroche très très bas, qui perd le ballon et qui derrière, effectivement, oui. te met l'équipe en total déséquilibre, tu vois. Mais effectivement, c'est avancée. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui me gêne plus sur cette action et sur ce but, c'est que tu as un PSG qui prend des gros risques sur cette action-là. Voilà, ça c'est une action où c'est un risque inutile. Parce qu'effectivement, moi quand je vois Messi qui commence à partir en dribble, alors je suis pas devin, mais
tu vois tout de suite, tu te dis, putain, faut pas la perdre cette balle-là, parce que si tu perds ce ballon-là, tu es vraiment tout de suite en déséquilibre et en infériorité. Et c'est ce qui se passe. Derrière, effectivement, Voland, il fait un appel droit devant. Je te donne une stat sur les dribbles qui est intéressante parce que le seul dribble qui manque, en fait, c'est celui où il perd le ballon parce qu'il réussit 4 dribbles sur 5. Et celui qui est pas réussi, c'est donc la perte de balle qui amène le but de Folland. Mais ça, tu vois, c'est aussi parce que pendant 20 minutes, les trois de devant sont sevrés de ballon, que Messi, au bout de 20 minutes, il a envie de toucher un peu la balle, il se retrouve dans une zone où il n'y a aucune raison d'être là, parce qu'en principe, c'est tes milieux qui sont là pour faire tes rampes de lancement. Enfin là, tout ça, c'est un petit peu lié. Et pour en revenir à ce que disait aussi Yacine sur les défenseurs, alors pas sur le but, mais sur le côté construction, on avait vu un petit peu Marquinhos s'intercaler au milieu dans les premiers matchs. On l'a pas du tout vu hier, j'ai pas trop compris pourquoi. Et puis, deuxième chose, moi, ce que j'ai eu du mal à comprendre, c'est cette incapacité à aller juste chercher les latéraux, quoi. Parce que en allant chercher tes latéraux, déjà, vu qu'ils jouent haut, sur une passe, Ramos qui va chercher Hakimi ou Kimpembe qui va chercher Nuno Mendes, rien que sur une passe, déjà, tu fais gagner 10 mètres à ton bloc. Et puis surtout, c'est là où il y a des espaces. Et j'ai pas trop compris, effectivement, cette manière de relancer pendant une demi-heure à jouer derrière, là, à 3, se faire des petits ballons sans aucun intérêt. Voilà, je sais pas si c'était une consigne ou si c'était vraiment il s'était un peu perdu, je sais pas. Mais c'est vrai que ça a été effectivement problématique hier. Mais bon, je pense que c'était ponctuel malgré tout. C'est vrai que sur Mendes, on l'a quasiment pas vu en première mi-temps. On l'a peut-être vu un peu en seconde. Mais c'est vrai que le match de Mendes en première mi-temps, il est pas très bon. Il me semble qu'on voit un peu plus Hakimi en première mi-temps. Je pense que sur le milieu, on est bon. On a parlé un peu de la défense. Un mot quand même sur Donnarumma, messieurs. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais parfois je sens pas très serein. Vraiment. Alors peut-être c'est le début de saison que ça va aller de mieux en mieux. Hein, mais là, pourtant, il est assuré d'être titulaire. Il a plus Navas dans les pattes, parce que Navas est en train de négocier son départ pour le Napoli. Mais c'est vrai que je sais pas qui veut répondre en premier, mais j'aimerais bien votre sentiment là, après quelques matchs de Donnarumma. Vas-y, Yas, puis après, Nicolas, tu me donneras ton avis. Écoute, moi, je trouve qu'il y a une fébrilité. Il n'est pas rassurant. Alors, il ne fait pas d'erreur majeure, même si sa sortie sur Ben Yedder, elle est pas bonne du tout, parce qu'en fait, il marque un temps d'arrêt. Elle est à contre-temps, il est en retard, ça va pas du tout. Mais effectivement, il y a quelque chose de pas rassurant. Voilà. Même sur le but, alors il n'est pas coupable sur le but, attention, que les choses soient claires. Mais je regardais son plongeon, il pousse même pas sur ses jambes, ça veut dire que il peut pas faire encore une fois, il aurait poussé, il n'y a pas de problème, mais il aurait sûrement pas arrêté parce que la frappe est plutôt propre, bien mise, etc. Mais sa façon de se détendre, elle n'est pas bonne. Et je trouve qu'effectivement, depuis le début de saison, il y a quelque chose il y a quelque chose qui te gêne, tu vois. C'est pas catastrophique, mais tu te dis pas, si demain, il y a vraiment une grosse pression, tu vois, tiens, un Bayern PSG il y a 3 ans, ou 2 ans, avec cette pression-là, tu te dis pas, bon, vous inquiétez pas, le mec, il est là, il va tout sortir. Voilà, il y a quelque chose qui est pas bon, et son jeu au pied, je le trouvais intéressant avec des lacunes. Hein. Plutôt intéressant en début de saison dernière, au tout début. D'ailleurs, on avait parlé de la position du bloc, de cette façon de jouer avec le gardien, qui lui donnait un avantage sur Navas. Son jeu au pied, je le trouve de plus en plus inquiétant. Oui. Même question, hein, Nico, sur Donnarumma. Là, parler de confiance et de sérénité, Yacine, et c'est vrai que nous, quand Navas était titulaire, et avant même l'arrivée de Donnarumma, on n'était pas trop inquiet sur Navas, même si sur des actions dangereuses, on n'était pas forcément inquiet. Mais là, depuis le début de saison, et en plus la fin de saison dernière aussi, Nico, Donnarumma qui est aujourd'hui assuré d'être le numéro 1, mais on n'arrive toujours pas à retrouver cette sérénité. Ouais, je pense que les supporters du Milan te diraient qu'il n'y a pas de surprise. C'est un gardien qui a effectivement ce côté un peu fébrile actuellement. Dans le jeu au pied, moi, effectivement, il me fait peur. Chaque fois qu'un ballon va vers lui, je suis pas rassuré. Je sais que c'est clair, j'ai toujours un peu peur. Après, il a des consignes de relance qui sont assez simplistes, je trouve, parce que
il est juste là pour chercher Ramos ou éventuellement Kimpembe. On sent qu'il n'y a pas trop de prise de risque, mais c'est vrai que ses contrôles de balle, ils sont un peu rock en ce moment. Et puis après, c'est vrai qu'il donne moins cette sensation d'être présent, de pouvoir faire l'arrêt qu'on va lui demander dans le match. Alors bon, j'espère que c'est juste une mauvaise passe. Ça correspond un petit peu effectivement aussi à ce qui s'était passé en fin de saison dernière où notamment avec l'Italie, il était en mode passoire. Donc on verra. De toute façon, les gros tests, ils arrivent très vite. La Juve, c'est dans 10 jours. Donc on va l'attendre sur ce genre de match-là. Mais c'est vrai qu'il prend moins de place. Il prend moins de place que quand il est arrivé. Quand il est arrivé, on avait l'impression qu'il écartait les bras et touchait les deux poteaux. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Donc on verra. On verra, mais ouais, il y a un dossier en tout cas à suivre là-dessus, c'est sûr. C'est sûr qu'il est moins bon. Messieurs, on va finir sur les trois de devant, pour le résumé de ce match. En termes de course défensive, déjà, il y a eu beaucoup moins d'efforts que les matchs précédents. Tu parlais tout à l'heure, Yass, pour jouer les relances, ce qui faisait plutôt les matchs précédents. On l'a beaucoup moins vu hier soir. On a vu un Mbappé, pour parler de lui, des mauvais jours, Yass, hier soir. Alors, je ne sais pas si le marabout de Pogba a commencé le travail juste avant le match ou quoi. On en rigole, mais c'est une affaire qui est malheureuse. C'est incroyable ce qui s'est passé hier. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, allez taper affaire Pogba et puis vous en saurez plus. Mais c'est vrai qu'hier, c'était pas le Mbappé des bons jours. Je te donne quelques stats avant, Yass. 9 tirs, 3 cadrés, il touche 56 ballons. Il réussit 2 dribbles sur 6. Il gagne 3 duels sur 12, 17 ballons perdus, 1 ballon récupéré pour Mbappé, Yes. Ouais, c'est pas le bon Mbappé dans l'attitude, déjà. C'est ça. Et ça, c'est problématique. Alors, certains te diront, il se crée quand même des occasions, ok, mais en même temps, il y a quand même eu 18 tirs, je crois, en tout. Donc, bon, voilà, Paris a quand même eu le ballon, a réussi à arriver dans les 30 mètres de Monégasque. Il fait des mauvais choix hier. 2 fois. 2-3 fois, Yass, il tente la frappe, alors que franchement, il y a une chance qu'il la mette. On voit dans la position de son corps, la manière dont il tire, l'attitude, on sait qu'il ne va pas la mettre. Et tu avais souvent un Neymar ou un Messi qui était, que tu pouvais juste décaler à quelques mètres et il ne les regarde même pas. Il rate, il se retourne, il continue. Voilà, il a perdu des ballons et notamment un en fin de seconde période où il perd un ballon. Le ballon, il est à 3 mètres, il fait même pas les 2 pas pour aller essayer de le rechercher. Il y a un partout, voilà. Il y a une attitude qui est pas bonne. Et moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que moi, j'ai pas de problème avec l'histoire de les joueurs ont des problèmes dans leur vie personnelle et peut-être qu'il en a. Et bien sûr que ce sont des êtres humains, on l'a déjà dit 1000 fois ici. On a répété 1000 fois que c'est pas parce que tu gagnes 1 million d'euros par semaine que tes problèmes ne te touchent pas. J'ai aucun problème avec ça. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est que si tu as des problèmes, ok, peut-être que le coach peut te mettre, mais à un moment donné, s'il doit te sortir à la 65e, il faut qu'il puisse le faire. Voilà. Et moi, c'est ça qui me pose problème, parce qu'en vérité, hier, Mbappé, il ne doit pas faire le match entier. Voilà. Donc, ok, il a des problèmes, mais à un moment donné, si tes problèmes jouent sur tes performances, voilà, tu joues un peu moins, tu règles tes problèmes et tu reviens quand c'est possible. Et je parle pas de l'extrême avec Icardi qui lui carrément décide de pas venir jouer du tout, hein, j'ai pas dit ça. Lui il vient jouer, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Tu parlais de problèmes privés, Yass. On rigolait, on faisait un peu d'ironie sur l'affaire Pogba. Mais est-ce que tu penses que, tu vois, ça sort juste avant le match, ces histoires-là? Est-ce que tu penses que ça a pu le travailler? Parce que c'est pas anodin quand même cette histoire. Mais moi je pense surtout qu'il était au courant. Voilà. Que là, le frère Pogba fait sa vidéo. Je pense qu'il n'a pas décidé, dans le plus grand secret des dieux, de faire cette vidéo d'un coup comme ça. Voilà, il y a des gens qui étaient déjà au courant de certaines choses. Donc moi, je pense qu'il est au courant. Et plus ce qu'on avait évoqué la semaine d'avant, voilà, il y a plein de petits problèmes. Mais je vais dire un truc, alors je vais juste extrapoler un tout petit peu. Moi, je pense qu'en plus de ça, en dehors de l'histoire du penalty gate, etc., on en avait parlé. Moi, je pense que les 3 mois de gestion de la prolongation, ils vont avoir, je l'espère pas vraiment, ils vont avoir plus d'impact qu'on ne peut le croire. Parce que je pense que la pression qu'il y a eu sur lui,
avec toutes ces histoires de Macron, etc. Je pense qu'à un moment donné, on ne se rend pas compte que c'est pas anodin. Je ne suis pas persuadé qu'il ait pris la décision qu'il avait envie de prendre. Il a pris une décision où tout a pu influencer ce qu'il a fait. Quand il dit à un moment donné dans une interview, je sais que je suis quelqu'un d'important en France, en fait, c'est tout ça. Et moi, je pense vraiment qu'il peut y avoir un contre-coup de tout ce qui s'est passé cet été dans l'attitude d'Mbappé. Et pas l'attitude, je parle encore une fois, c'est pas par rapport à Neymar et tout, c'est tout ce qui s'est passé avec lui. Peut-être qu'avec l'été passé, il s'est peut-être dit, j'ai peut-être pas fait ce que j'avais envie, j'ai peut-être pas réalisé mon rêve, j'avais peut-être envie d'autre chose. Faut pas Mais oublier non plus. Yacine, il l'avait dit ça dans les interviews. Il a dit ouais, je prolonge pour la France. Ouais, le PSG, c'était souvent troisième, quatrième réponse, mais à chaque fois, il disait qu'effectivement, c'était important pour la France. Souvent, il a répété c'était important pour la France. Et on fait Voilà. lien avec Macron, évidemment. Évidemment, il n'a pas dit que. Ensuite, il a clamé son amour pour le club, hein, pas de souci. Oui. Mais c'est vrai que c'était pas sa première motivation, on avait l'impression. Voilà, et moi j'ai l'impression que tout ça, tu le digères, et puis là aujourd'hui il se passe ce qui se passe, plus quelques petits problèmes encore d'ordre privé. Voilà, ça fait beaucoup, parce que Mbappé, même s'il paraît mature, tout ce qu'on veut, voilà, sûr de lui, il a que 23 ans aussi. Et c'est pas des choses anodines, hein. Quand le président de la République t'appelle pour te dire il faut que tu restes en France, voilà, il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui et qu'il n'est pas dans le meilleur environnement en fait pour jouer au football. Juste pour remettre dans le contexte, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas du tout de quoi on parle, hein, je vais juste en 30 secondes, puis après je te laisserai parler, Nico. Le frère de Paul Pogba, qui s'appelle Mathias Pogba, a sorti une vidéo il y a 2 jours, qu'il a mis sur tous les réseaux en expliquant qu'il allait faire des révélations sur son frère Paul Pogba et sur son avocate Rafaela Pimenta, il me semble, j'ai dû écorcher son nom, pardonnez-moi. Ouais. Voilà, celle qui a succédé à feu Mino Raiola. Et dans cette vidéo, il explique aussi qu'il ferait des révélations sur Mbappé. Et ensuite, c'est sorti dans la presse. Il y a eu un article, je crois que c'est France Info qui avait fait un article en expliquant qu'en fait, Mathias Pogba aurait des enregistrements où on entend Paul Pogba dire qu'il va prendre un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé pour qu'il devienne beaucoup moins performant. Donc voilà. Parenthèse refermée, puis après, je pense que la suite, ça sera sur les réseaux. On attend la vidéo de Mathias Pogba. Donc, je te lance là-dessus, Nico, hein, sur Mbappé, sur son match. Et comme on t'a pas eu, en fait, c'est ton premier podcast de la saison, même sur ce qui s'est passé avant, moi, j'aimerais bien ton sentiment. Et d'ailleurs, pour finir, hier, c'est Neymar qui a tiré le penalty. On nous avait expliqué que c'était Mbappé qui était le tireur numéro 1, donc on comprend plus rien. Alors peut-être qu'effectivement, on n'a pas vu les images, hein, mais ils ont peut-être dû se parler. En tout cas, on n'a pas vu Mbappé se diriger vers le ballon, on a vu Neymar direct prendre le ballon et tirer son penalty. Voilà, Nico, sur Mbappé. Écoute, il y a une semaine, moi j'ai lu des articles où on expliquait que Mbappé avait été magnifique à Lille, que sa complicité avec Neymar et Messi était vraiment magnifique à voir, que ces trois-là étaient faits pour s'entendre et qu'ils avaient tourné brillamment la page du penalty gate et que tout allait bien. Une semaine après, maintenant, on va commencer à m'expliquer que il y a des contre-coups, qu'il a parlé à Macron et que du coup, aujourd'hui, il est fébrile à cause de ça. Non, écoute, Yacine, honnêtement, je pense que c'était juste un mauvais jour hier pour l'équipe et pour Mbappé. Ça arrive à tous les jours, à tous les joueurs, à toutes les semaines. Regarde Liverpool qui marque 9 buts ce week-end. Il y a Salah qui fait pas une passe, qui met pas un but. Il était dans un mauvais jour. Voilà, enfin... Je crois que sur Mbappé, il y a un moment, il va juste falloir qu'on le laisse jouer au football, tout simplement. Il y a je minimise pas effectivement la prolongation, ce qui a été dit avec les dirigeants, les promesses d'en faire la tête de gondole. Est-ce que effectivement il est déçu par rapport au début d'été? Tout ça, ça existe, mais on en fait trop. Je pense qu'on en fait trop et que j'ai lu par exemple que Mbappé faisait la gueule parce que le PSG jouait mieux sans lui. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, tu peux pas dire des choses pareilles parce que là, on est en train de se mettre dans sa tête et d'inventer des choses qui, pour moi, ça va trop loin. Voilà, au minimum, ça va trop loin. Mbappé hier, il est pas dans un bon choix. Je pense que Yass parle des conséquences, tu vois, à long terme, hein, pas. Oui, non, mais j'entends bien. Mais tu vois, enfin, je suis très très souvent d'accord avec Yass, mais Mbappé regrette, et peut-être qu'il regrette sa décision, qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait faire. Je pense que si Mbappé il a prolongé au PSG, c'est qu'il en avait envie. Voilà, faut arrêter de. C'est un gamin qui
qui effectivement n'a que 23 ans, mais qui a la tête sur les épaules, qui a un début de carrière où on sent qu'il va où il veut. On peut m'expliquer tout dans tous les sens. Vous ne me ferez pas croire que Mbappé, il regrette de ne pas avoir signé au Real et qu'en fait, c'était pas ce qu'il voulait faire. De Je pense pas prolonger que au PSG. pour défendre Yass, mais il est assez grand pour se défendre. Après, tu lui répondras, Yass. Mais moi, je pense pas que Yacine ait dit ça, qu'il ait regretté. Il a juste dit qu'il a peut-être pas fait le choix qu'il voulait faire. Il a fait son choix. Après, évidemment, je pense pas qu'il ait regretté. Puis je pense que Yacine pense comme moi. Il est heureux parce qu'il a un beau contrat. Il joue dans le club de sa ville. Il va jouer à la Ligue des Champions. Il s'agit pas de dire qu'il regrette. Je pense pas. Yass, tu préciseras ta pensée. On laisse finir Nico. Puis Non, tu lui réponds. effectivement, pas qu'il est en train de se dire merde, je me suis trompé, mais encore une fois, Mbappé, il a signé au PSG parce qu'il en avait envie. Voilà. Le Real, c'était peut-être son rêve. En attendant, il s'est dit que cette année-là, lui, il voulait continuer au PSG. Il a fait ce qu'il avait envie de faire. Et c'est pas Macron, c'est pas le marabout de Pogba, ou c'est pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mbappé, Oui, bien moi, je sûr. pense qu'il a fait ce qu'il avait envie de faire. Après, peut-être qu'effectivement, et ça, je n'en sais rien, peut-être qu'il est effectivement déçu de l'été. Peut-être on lui a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, je n'en sais rien. Peut-être que le recrutement ne correspond pas à ce que lui, on lui avait mis en avant. Peut-être que, même ça, si je ne crois pas du tout, peut-être que la présence de Neymar est un problème à ses yeux parce qu'il pensait que Neymar allait partir. Tout ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent exactement ce qu'on a promis à Mbappé et ce que lui attendait. Et la seule chose, c'est que moi, ça m'agace de lire des hypothèses qui n'ont aucun fondement. Voilà, je te l'ai dit. Mbappé faisait la gueule contre Montpellier parce que le PSG a bien joué sans lui. Voilà, j'ai lu ça. Et c'est aberrant de lire des conneries pareilles. Voilà. Donc effectivement, Mbappé, il a aussi besoin de digérer son été. La saison dernière, il a porté l'équipe. Aujourd'hui, il est un peu moins bon ce début de saison. Effectivement, ça fait déjà 2 matchs où il est un peu moins bon. Hier, il fait des mauvais choix. Effectivement. Maintenant, Mbappé, moi, je le vois comme un des 3 devant. C'est pas tout seul que Mbappé il doit faire des différences. Et là où ça m'a effectivement déçu, c'est que les 3 hier, ils ont été beaucoup moins portés vers le jeu ensemble, beaucoup moins de combinaisons, beaucoup moins de mouvements, beaucoup moins de travail défensif. Mais c'est pas que Mbappé, tu vois ce que je veux te dire. Après, oui, des 3. Ah ouais, effectivement, des 3 hier, t'as Neymar qui est au-dessus du lot parce qu'il fait son match. Après, Messi et Mbappé, hier, ils sont pas bons les deux. Maintenant, bon, moi, j'ai du mal dans ces hypothèses. Voilà, je trouve que c'est un peu trop farfelu. Voilà, c'est trop farfelu. Yacine, t'es farfelu. Je suis désolé. Non, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est un peu le jour et la nuit entre le match de Lille et le match hier face à Monaco, pardon. Ouais, c'est un peu le jour et la nuit, Yacine. Honnêtement, entre je te parle même dans le comportement et l'attitude de Mbappé. Après, on rappelle qu'il y a une histoire qui le concerne, qui sort juste avant le match. C'est un jeune garçon qui a beaucoup de pression. Évidemment que ça a pu avoir l'impact. Est-ce que tu voulais préciser, Yacine, ton propos sur Mbappé? Oui, quand je dis regrette, moi, là où on n'est pas d'accord avec Nico, mais moi, je pense que quand le président de la République t'appelle, parce que c'est pas un secret, il l'a fait, il lui a demandé de rester. Moi, je pense que c'est pas anodin, et je pense d'ailleurs même que pour moi, c'est une énorme erreur, parce que le président, il n'a pas à se mêler du recrutement des équipes de foot, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais c'est pas anodin, parce que la pression que ça te met, quand je dis regrette, ça veut dire que si moi demain j'ai le choix entre 2 entreprises, je prends ma décision avec les pour, les contre, les salaires, les machins et tout, et je prends ma décision. Mais demain, le président t'appelle et te dit ah, mais moi je veux que tu ailles dans celle-là parce que c'est plus important pour tout le monde, parce que la France, parce que ceci, parce que cela. Ben moi je reste persuadé que pour tout être humain, ça influence ta décision. Je dis pas que ça a fait, je dis pas qu'il regrette d'avoir signé au PSG, parce que comme tu l'as dit, il a un très beau contrat, il est au PSG, il a que 23 ans, etc., etc. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose est-ce que c'est vraiment sa décision au sens propre? Voilà. Est-ce que cette influence-là n'a pas fait basculer la chose? Moi, c'est ça que je dis. Et je pense que avec tout ce qui s'est passé avec Neymar, etc., là, cet été, c'est là, quand je parle de regret, c'est plus comme en fait, je rejoins ce que tu dis. Moi, c'est plus sur l'hypothèse de pourquoi on en est là, mais je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que l'été, il se dit, bon, j'ai prolongé, j'ai fait plaisir à tout le monde, maintenant, j'ai pas eu ça, le recrutement, le ceci, le cela. Voilà, et c'est dans ce sens-là le regret, ça veut dire, en gros, ils m'ont eu, quoi. Voilà, pas dans le sens, je regrette d'être resté au PSG. Dans le sens, finalement, je me suis fait avoir dans les pseudo-promesses ou promesses. Voilà, c'est tout. Mais influencé par ça. Moi, je pense quand même que l'appel de Macron,
il a un impact plus important qu'on veut bien le croire. D'ailleurs, lui-même, Mbappé, il a quand même dit « Je suis important pour la France ». Voilà, on parle d'un joueur de foot, quoi. Je pense qu'on a fait le tour sur Mbappé. Un mot des deux autres, hein, Neymar et Messi. Je vous lance sur les stats de Neymar. Il met un but, 4 tirs, dont 2 cadrés. Il touche 94 ballons. Il réussit 2 dribbles sur 5, 6 duels gagnés sur 13, 26 ballons perdus et 3 ballons récupérés pour Neymar, Nico. Ouais, c'est pas. C'est à l'image de l'équipe, c'est pas son meilleur match de la saison, mais avec Verratti, je pense que c'est le deuxième joueur du PSG qui est au-dessus du lot hier. J'ai pas aimé son agacement de début de match, j'ai pas aimé sa manière de s'énerver parce qu'on lui tirait un peu le maillot. Là, on a retrouvé quelques fois le côté de Neymar qui moi m'agace profondément. À côté de ça. D'ailleurs, Nico, il le fait en début de match. Je te coupe rapidement, c'est vrai. Il le fait directement en début de match, ça faisait longtemps, et on a l'impression que ça a eu une incidence sur tout le reste du match de Neymar, Nico. Bah déjà, ça a une incidence parce qu'il prend un carton jaune au bout de 4-5 minutes pour son geste sur Volante qui n'a aucun intérêt. Voilà, j'ai trouvé un peu nerveux, en plus, encore une fois, sans trop de raison. Bon, à côté de ça, voilà, encore une fois, c'est lui qui fait les principales différences, c'est lui qui obtient le penalty, c'est lui qui le transforme. Moins précis dans ses passes, plus de déchets, voilà, mais c'était aussi lié à tout le reste. On va en revenir à ce qu'on disait, voilà, t'as un bloc moins haut, t'as des milieux moins présents, moins faciles qui te servent moins facilement, t'as des pistons que tu trouves plus difficilement également, t'as Mbappé et Messi qui sont pas dans un grand soir. C'était compliqué pour tout le monde, ça a été aussi pour Neymar plus difficile que les autres matchs, mais encore une fois, je l'ai trouvé vraiment au-dessus du lot offensivement par rapport aux autres. Après, voilà, vous connaissez mon avis sur Neymar. Nico, on t'a pas eu depuis la reprise du championnat, tu étais en vacances, tout le monde sait où tu étais et ce que tu as fait. Mais objectivement, ton avis sur Neymar, sur son début de saison, Nico, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de t'avoir, comme je le disais, globalement, ça reste quand même un très bon début de saison. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas démarré la saison comme ça. C'est son meilleur début de saison niveau statistique, but, passe décisive, Nico, depuis 2017. Il est impliqué sur 14 buts du PSG. Voilà, tout est dit. Non, mais encore une fois, moi, je n'ai rien contre le joueur Neymar. Je redis encore une fois, je suis très agacé par sa secte du chemin du roi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Je vais pas en parler. Je vais pas déjà me fâcher avec eux sur le premier podcast. Donc eux m'agacent énormément parce qu'ils ont aucun recul sur ce joueur. Le Neymar qu'on a vu depuis le début de saison, évidemment que c'est un très grand joueur et que j'apprécie de le voir jouer comme ça. Il est revenu déjà avec un poids acceptable. Donc déjà, c'est un vrai progrès. Après, on le voit, il est vif, il retrouve de l'accélération, il passe des dribbles, il est altruiste, il est à la finition. Et il faudrait être fou pour pas aimer ce Neymar-là. Maintenant, moi, je vous donne rendez-vous au mois de mai, quand Neymar aura joué 50 matchs avec le PSG, qu'il aura fait sa Coupe du Monde au milieu. Et s'il a fait une saison comme ça, je vous dirai bravo Neymar. Maintenant, vivement l'année prochaine, recommence. Moi, c'est là-dessus, j'attends Neymar. C'est sur la constance, la régularité. Savoir que Neymar est capable de faire ce qu'il a fait en ce début de saison, tout le monde le sait qu'il est capable de le faire. C'est un joueur extraordinaire. Neymar, ce qu'on lui reproche au PSG, c'est d'être intermittent et de jouer 50% des matchs. Et d'être bon la moitié du temps. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, le Neymar qu'on voit là, il me plaît énormément. Que ça continue. Et par contre, je te l'ai dit hier, j'ai pas aimé son entame, j'ai pas aimé cette nervosité complètement inutile. Et puis j'ai aussi pas trop aimé cette manière un petit peu d'abuser de garder le ballon trop souvent. Mais alors, c'était aussi lié au fait qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions. Encore une fois, j'associe ça au collectif. Mais c'était pas le meilleur Neymar du début de saison comme le PSG, mais c'était le meilleur joueur offensif hier et de très loin. Yacine, pareil, hein, sur le nez, comme l'appelle Galtier, sur nez, comme l'appelle Galtier. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match effectivement, il l'a dit Nico, il y a les comportements qu'il n'avait pas fait depuis le début de saison. Yacine, il était plutôt concentré sur son match, il avait réellement fluidifié son jeu, simplifié son jeu. Hier, il portait un peu plus le ballon, il a tenté un peu plus de dribble. Alors, il y a eu beaucoup de frustration, je pense, comme l'a dit Nico aussi. Mais des trois devant, ça a été le meilleur, Yacine.
Oui, bien sûr, ça a été le meilleur et je trouve qu'il est plutôt dans le jeu depuis le début de saison, il est plutôt cohérent. Alors oui, un peu comme la stat de Verratti sur les 18 ballons perdus. Oui, hier il tente un peu plus, mais est-ce qu'il y a assez de mouvement autour de lui pour lui permettre de lâcher le ballon plus vite? Bon, voilà, c'est toujours pareil, c'est voilà, où est le juste milieu. Mais effectivement, moi, ce qui m'a dérangé plus que tout, c'est son comportement, parce que depuis le début de saison, on a loué le fait que justement, il ne répondait pas à tout ça, qu'il ne cherchait pas à provoquer, etc. Et hier, il l'a fait. Alors, il n'y a pas eu l'excès habituel avec le ballon où il va défier en 1 contre 1, etc. Mais cette nervosité, elle est dérangeante parce que tu as l'impression que c'est le premier match où il y a de l'impact, le premier match où tu es en difficulté, et c'est ta façon de t'exprimer, c'est ça. Les premiers matchs, les autres matchs avant, précédents, se sont bien déroulés, donc tu as réussi entre guillemets à te contrôler, et finalement, le premier match où c'est un peu dur, où c'est un peu compliqué, bah, tu retombes là-dedans. Alors heureusement, en deuxième mi-temps, moins, il a pratiquement pas. Voilà, c'est surtout sur le début de match quoi, qu'il est très Il aurait nerveux. pu avoir un rouge, Et Yass, hein. c'est ce que je disais à Nico. Il prend le jaune, mais il est pas loin d'en prendre un deuxième très vite. Et ça, c'est problématique parce que tu peux pas te retrouver à 10 pour ces raisons-là, en tout cas. Si tu te retrouves à 10 parce que tu as empêché un but, enfin un joueur d'aller marquer, que tu as fait 2 fautes importantes pour l'équipe, pourquoi pas, mais tu peux pas laisser ton équipe à 10 sur ces comportements-là. Voilà, j'espère que c'est que passager. Maintenant, Neymar, de toute façon, comme ça m'arrange moi de dire ça en plus, mais comme tout le monde, il est dépendant du collectif. Oui, quand Neymar fait des super passes, c'est sa qualité, c'est lui, mais c'est aussi parce qu'autour, il se passe des choses. Voilà. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais on en avait, j'en ai parlé, je crois, la semaine dernière déjà un petit peu, même si j'avais dit que Messi avait un peu plus joué avec Hakimi, mais j'en avais parlé dans les 2 podcasts précédents où j'avais dit, à un moment donné, il va quand même falloir jouer avec les latéraux pour les raisons que j'avais expliquées. Donc rapidement, un, parce que tu as des latéraux de qualité, et deux, parce que en jouant avec tes latéraux, même s'ils ne font pas la différence, tu obliges l'équipe adverse, un, à coulisser, à s'écarter et à mettre du doute parce que tiens, ils peuvent aller les chercher. Là, on est retombé dans le jeu, et pourtant on est en 3-5-2, dans le jeu Pochettino, entre guillemets, où tu ne vas pas chercher tes latéraux. Euh, et et c'est là aussi que finalement, on parle de Neymar, là, qui a été sûrement un des 3 meilleurs Parisiens, largement, même des 2 avec Verratti. Euh, mais Neymar, il est dépendant de tout ça. Du positionnement de tes latéraux, mais aussi de ce que tu vas leur demander. Et dans cette période de parisienne hier, qui est pas très bonne, je trouve qu'on a retrouvé ce PSG qui vient tout le temps dans l'axe, à combiner. Et je cherche Mbappé, je rejoue avec Messi. Messi, il voit Hakimi, du coup, il sert son appel, il rentre à l'intérieur. D'ailleurs, le but, pour revenir au but encore une fois, évidemment que Messi est trop bas, mais il est à l'intérieur du jeu, complètement dans la densité. Et en fait, c'est ce qui se passait pas dans les premiers matchs. Alors, est-ce que c'était grâce à Paris, parce qu'il y avait tout ce mouvement, ou est-ce que c'était aussi les autres qui manquaient de présence? Mais on se retrouvait pas dans ces situations de 3 contre 1 où Messi était enfermé. Si on s'est fait enfermer, c'est parce que justement, il n'y avait pas cette variété. Et moi, je continue de penser que, en dehors de tout ce qu'on a dit sur l'animation parisienne, le progrès et le futur, il passe par cette animation sur les côtés. Parce que franchement, en deuxième période, Mendes, il met 2-3 accélérations. Alors, des fois, il est un peu foufou. T'as l'impression qu'il part tête baissée. Bon, ouais, écoute, j'ai décidé d'y Après, aller. Moi, j'y vais. il perd pas mal de 1 contre 1 quand il essaye de passer. Mais c'est vrai que quand ça passe, c'est très dangereux parce qu'il est trop rapide et qu'en général, le défenseur, il peut pas le suivre. Voilà. Mais le problème, c'est que des fois, t'as l'impression qu'il se dit bon, les gars, moi, j'y vais. Faites ce que vous voulez. Moi, je suis parti. Vous occupez pas de moi. Donc, c'est problématique. Et le deuxième truc qui me dérange, c'est que de l'autre côté, Hakimi, euh, là aussi, hein, c'est parce que je vois des débats et tout. Il n'est pas trouvé, mais en fait, parce qu'il y a des gens qui écrivent, il n'est pas trouvé, il est tout le temps arrêté. Mais moi, j'ai déjà expliqué, Hakimi, c'est un joueur qui arrive, qui a besoin d'être lancé. Quand il fait son appel, si tu le sers pas et que tu le sers une fois qu'il est tout là-haut sur la ligne du hors-jeu, côté droit, et qu'il Ça attend, va se finir par une passe en retrait. et voilà exactement. Mais oui, ben c'est logique puisque c'est pas tes qualités. Donc à un moment donné, c'est encore une fois toute cette animation qui est à revoir. Et franchement, depuis le temps qu'on attend des vrais latéraux à Paris, on a quand même offensivement des latéraux qui tiennent la route, parce que même Bernat d'ailleurs. Et là, il y a un manque dans cette animation-là. Et là, tout le monde est un peu coupable, quoi. Neymar, Messi, Mbappé à vouloir se rechercher les uns les autres à l'intérieur du jeu. Ouais, je trouve que, excuse-moi Mousse, je trouve que du côté gauche de Nuno Mendes, il y a quand même
Plus. Entre Neymar et Mbappé, il y a quand même une volonté de combiner. C'est vrai qu'Hakimi et Messi, ça marche pas pour l'instant. Le circuit de passe, il est vraiment pas défini. Alors, c'est vrai qu'il y a cette tendance de Messi de toujours se servir de l'appel pour repiquer parce que c'est sa spéciale et qu'il aime faire ça. Mais c'est vrai que en faisant ça, déjà, tu deviens très très lisible pour l'adversaire. On l'a déjà dit souvent ici. Et puis surtout, tu te prives d'une vraie arme parce que dès que Hakimi est lancé sur le côté, on le voit, il fait des différences énormes. Alors après, par le centre ou par même le tir, mais ouais, il y a un axe de progression évidemment sur les latéraux. Et de toute façon, tu vas être obligé d'y passer parce que des équipes comme la Juve là qui vont arriver dans 10 jours, bloquer l'axe avec beaucoup de densité, ils savent le faire. On parlait Neymar, eux pour le coup, je pense que ça va pas être compliqué. Neymar dans les 3 premières minutes, il va prendre un taquet. Le mec va le traiter de danseuse brésilienne pour le faire sortir de son match. Enfin, moi, je suis entraîneur, je suis Allegri, c'est ce que je dis tout de suite. Hein. Neymar, tu m'attrapes tout de suite, tu lui tires juste le maillot pour le faire tomber, tu lui dis allez, redresse-toi la danseuse, et le gars, tu sais que tu vas sortir du match. Donc, il va vraiment falloir effectivement passer. Du coup, c'est Paredes qui risque de lui mettre des taquets alors. Ouais, bon, Paredes, il faudrait qu'il puisse le rattraper. Hein. Vu la vitesse de Paredes, je suis pas trop inquiet. Mais non, mais il va. Quelque part aussi, c'est rassurant qu'il y ait des axes de progression parce que Galtier il est là depuis 2 mois, parce qu'on a changé de tactique, parce qu'on sort quand même encore une fois de 18 mois de collectif absolument atroce. Ne l'oublions pas d'où on revient. On prend du plaisir. Même hier, on prend du plaisir dans le jeu, même si c'est pas. Hier, c'est compliqué, tout est moins fluide, mais honnêtement, moi hier, je prends du plaisir à regarder ce match parce que c'est dur, parce que ça me fait plaisir de les voir un petit peu dans l'adversité. Mais voilà, il y a des axes de progression. Évidemment qu'il y a des axes de progression. Et les latéraux, comme le dit Yacine, c'est sûrement le chantier le plus important parce que il faut faire comprendre à des joueurs qui sont complètement happés par l'axe qu'ils seront meilleurs s'ils vont chercher des mecs sur les côtés qui vont les aider à avoir des espaces après. Parce que lance 3-4 fois Hakimi, bah derrière, je peux dire que le défenseur latéral ou le troisième central, il va commencer à se décaler un peu en disant bon, Hakimi, ça devient dangereux quand même. Bon, bah voilà, tout ça, ça va venir avec le temps. Il faut être un petit peu patient avec cette équipe, je pense. Très bien, monsieur. Bon, j'allais vous lancer sur Messi, mais bon, honnêtement, je ne sais pas si bon, il fait un match correct. Hein, si vous voulez dire un mot, 30 secondes ou. Moi, je vais dire, il a été moins visible. Voilà, il a été moins visible en fait. Je pense qu'il a quand même retrouvé des jambes parce que sur 2-3 crochets où il a un peu accéléré, c'est quand même pas le Messi de l'année dernière. Mais il y en a un au milieu de terrain sur le milieu quand il fait son petit contrôle et les limites là, c'est juste incroyable. Bien sûr. Et l'année dernière, ceux qui veulent nous faire croire qu'il l'a fait l'année dernière, moi j'ai été au parc 23 fois l'année dernière, je l'ai pas vu. Mais il a été moins visible tout simplement. Voilà, dans les zones où on l'a voulu. Et c'est encore une fois ce qu'on a dit depuis le début, ça veut dire que il y a beaucoup de joueurs, tu vois, tu t'analyses leur match par des stats. Tu vois. Et on va revenir sur Vitinha rapidement. L'histoire, il y a la deuxième journée où je sais plus, il touche 41 ballons. Alors la plupart des gens vont te dire, mais pour un milieu de terrain, c'est très faible. Sauf qu'en fait, ce qu'il apporte en termes de collectif et d'intelligence de jeu dans ses déplacements, ça se quantifie pas dans les stats. Et en fait, Messi hier, il a aussi manqué de ça. Parce que Vitinha a trouvé ce complément entre Messi et Neymar, de dire quand il y en a un qui décroche, je viens me situer plus haut et je suis capable de donner un relais. Donc, j'emmène un défenseur. Et résultat, au lieu d'avoir 3 joueurs autour de Messi, s'il y a Vitinha, sur le truc du dribble, par exemple, tout simplement, bah déjà, tu n'en as peut-être que 2, voire 1. Parce que Vitinha est monté là-haut. Sauf que Renato n'a pas ce réflexe-là. Donc, Messi se retrouve enfermé. Et en fait, ce qui est encore une fois rassurant pour moi, en tant qu'éducateur, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos stats. En fait, le jeu, c'est que du collectif. Et si Messi, il a été brillant à Barcelone pendant 15 ans, c'est parce que le collectif savait le mettre en valeur. Évidemment qu'il a des qualités exceptionnelles, mais c'est le collectif qui l'a mis en valeur. Tu prends le Messi avec les mêmes qualités, tu le mets à Rennes, il fait pas la même carrière et pourtant c'est le même Messi. Parce que voilà, c'est pas le collectif. Et là, il y a eu en fait trop de choses hier. Entre Renato, l'absence de Vitinha, les automatismes, l'agressivité de Monaco. Et Messi qui était peut-être un peu moins en jambes, ben voilà, ça a donné ce qu'on a vu. Quoi. Tu veux dire que Messi n'aurait pas eu la même carrière avec Bourigeaud et Terrier, c'est ça? Oh, mais même avant, je parle moi. Les joueurs à la retraite. T'es dur. Les joueurs à la retraite, dur avec Bourigeaud quand même. que j'aime beaucoup d'ailleurs. Un mot sur Messi, globalement, même depuis le début de saison, c'est vrai qu'il est quand même différent. C'est différent de la saison dernière. Il a fait une vraie préparation. Il a l'air quand même beaucoup mieux cette saison, hein, Nico.
Ouais. Bon, déjà, Enfin, je constate que cette année, donc on se fâche avec les Rennais. Donc c'est les supporters de Dijon qui seront contents. Ce qu'on parlera donc déjà, mais j'ai compris, c'est Rennes. Dès qu'on doit donner une équipe qui, pour un exemple bidon, c'est Rennes. Donc ok, je note. Merci Non, mais Yass. Donc, Rennes. je vais changer. Je prendrai plusieurs équipes tout au long de la Ah ouais, saison. mais tu sais, moi je suis je suis assez simpliste. Donc moi ce sera Rennes du coup. Désolé pour les Rennais qui nous écoutent, ce sera vous cette année. Et bah salut aux Dijonnais du coup, je ne parlerai pas de vous de la saison, c'est une bonne nouvelle. Ouais, bah, le Messi d'hier en fait, il joue surtout plus bas. Et il joue plus bas que lors des premiers matchs de la saison. Il est un peu plus isolé. Et puis, il a moins de mouvement autour de lui. Voilà, je crois que c'est tout, quoi, hein. Yacine parle de collectif qui fait primer les individualités. Moi, je rajouterais surtout les mouvements. Voilà, le football, c'est un jeu de mouvement. Et c'est évident que quand vous avez une équipe qui bouge en même temps, c'est beaucoup plus simple que quand vous en avez un ou deux et que les autres sont statiques. Donc, hier, c'est un peu ce qui se passe. Après, c'est un mauvais match de Messi, je trouve, comme globalement du PSG. Mais le mauvais match du Messi, il correspond presque hier à ses bons matchs de la saison dernière. Donc c'est plutôt rassurant. Tu vois. Voilà. C'est vrai, en plus. C'est évidemment pas le même niveau et il fait encore un poteau. Il n'a pas de réussite. Puis voilà, après effectivement il a cette. On sent que la Coupe du Monde est dans le viseur et voilà, il est en forme également. Les jambes sont là et je suis persuadé on va retrouver un Messi beaucoup plus influent dans les prochains matchs. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Bon, messieurs, il doit nous rester 5 minutes. Je vais quand même libérer Yas. Alors, nous, on va démarrer notre journée, évidemment, avec Nicolas. Yacine, lui, va aller se coucher, parce qu'il doit être minuit et demi, là, à Vancouver. C'est ça. Juste pour conclure, sur le match, un mot quand même sur le coaching. On en avait parlé en début de podcast avec Yacine. Nico, c'est vrai que le coaching hier, il se fait un peu, à part pour l'entrée de Danilo, pour le reste, c'est assez tardif et ça n'amène pas grand-chose. Il nous avait habitués à mieux, mais est-ce que c'est parce qu'il sait qu'il y aura beaucoup de turnover pour les prochains matchs? On rappelle qu'il y aura 7 matchs en 21 jours. Le sprint commence, le marathon commence mercredi face à Toulouse, et puis après on jouera tous les 3 jours. Mais alors il y a eu une bonne entrée de Danilo hier. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé très bonne. Puis en plus il se projetait vers l'avant. Il essayait d'apporter un peu de surnom, mais globalement sur le coaching, il nous avait habitués à mieux, Nico, non? Écoute, je pense que le coaching de Galtier hier, il se passe à la mi-temps surtout, parce que je trouve qu'il a bien rectifié le tir. Encore une fois, moi, la deuxième mi-temps du PSG, moi, elle me satisfait, même si on veut toujours plus en termes de qualité, mais en deuxième mi-temps, Monaco se crée, on l'a dit, une seule occasion, c'est la frappe de Ben Yedder à la 47e, qui est d'ailleurs autant plus une erreur du PSG qu'une occasion de Monaco. Et derrière, Monaco ne se crée plus rien. Monaco n'est plus dangereux. Le PSG retrouve le ballon sur un bloc un peu plus haut. Enfin, je pense que Galtier. Ouais, c'est ça. Je pense que Galtier a bien rectifié le tir à la mi-temps. Après l'entrée de Danilo, je pense que c'est effectivement une très bonne rentrée par rapport à ce que proposait Renato Sanchez. Donc de ce côté-là, bonne rentrée. Après, le reste du coaching, il est petit peu plus tardif. C'est vrai que je pense que le mouvement de Sarabia, sa mobilité aurait peut-être pu faire un peu plus de bien si on lui avait donné un petit peu plus de temps. Après, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Enfin, il fait rentrer Mukiele parce que Marquinhos a des crampes. Et puis derrière, effectivement, tu n'as pas non plus 50 autres solutions, je pense, hier. Donc, c'est là où c'est un petit peu paradoxal aussi. Peut-être qu'il aurait pu profiter aussi, parce qu'on a senti quand même que physiquement, les Monégasques, ça commençait un peu à descendre, hein, le niveau physique. Il aurait peut-être pu profiter de ça, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup donné en première, jusqu'à peut-être, et peut-être encore avec le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, mais on sent qu'à 30 minutes de la fin, les Monégasques, voilà, ça aurait pu peut-être faire voilà, peut-être mieux. C'est encore une fois ce qui fait un petit peu en mettant Danilo au milieu pour donner un peu plus de mouvement, un peu plus de densité. Après, c'est aussi un petit peu, je trouve, le paradoxe de ce PSG. Les gens, enfin, on n'arrête pas de dire que l'effectif cette année, il est monstrueux, et qu'il y a de la place. Mais tu fais rentrer qui hier, franchement, quoi. Hier, Paredes, il pouvait pas jouer parce que tu savais qu'il part aujourd'hui à Turin. Donc, je pense que Paredes hier, il était dans une bulle. Après, t'as qui d'autre hier? T'as le petit Zaïre Emery, t'as Ekitike. Il y a eu pas mal de centres hier, hein, un peu plus que les matchs précédents. J'ai oublié de noter la stat, mais je l'ai vu passer. C'est vrai qu'avec un Ekitike, un vrai joueur de surface, peut-être que je sais pas ce qu'en pense Yacine d'ailleurs, mais oui, tu te réveilles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de certitude sur Ekitike.
Il a joué 9 minutes depuis le début de saison. Et c'est toujours pareil. Je l'ai déjà expliqué 1000 fois. Et en fait, à un moment donné, faut le comprendre, c'est que quand tu es au PSG, euh, tu vas sortir Mbappé, par exemple, hier. D'accord? Moi, je le dis, hein, voilà, je l'aurais sorti. Maintenant, le problème, c'est que les conséquences, elles sont énormes dans tout ce que tu fais. Tu sors Mbappé et tu perds 2-1, tu vois? Ou tu restes à 1-1. Et les gens vont te dire, mais en fait, Ekitike, machin, nani. Tu sais, toutes les décisions de Galtier, qu'il le veuille ou non, hein, elles vont être comme ça, analysées tout le temps, et tout le temps sous le prisme de mais le mec qui l'a sorti, tu vois, par exemple, tu sors Messi, même un Messi pas bon, les joueurs, et Galtier, il est dans cette démarche, et je l'ai déjà expliqué sur les entraîneurs, les gens vont te dire, ok, mais Messi pas bon, c'est mieux qu'Ekitike. Il est capable, sur un coup de patte, de te faire une passe ou de faire la différence. Et le problème de ces trois joueurs, et on l'avait expliqué plein de fois, même sous Pochettino, etc., c'est que Galtier, il se dit quoi? Est-ce que j'ai plus de chances de marquer avec Ekitike aujourd'hui qu'à 9 minutes de jeu? Ou est-ce que j'ai plus de chances de gagner ce match et de marquer avec Mbappé, Messi, Neymar? Parce que Messi, s'il sort à la 87e, c'est la même démarche. C'est-à-dire qu'il ne serait pas sorti, c'est pareil, hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, c'est toujours la limite de ces trois joueurs-là et du coaching. À quel moment tu te dis, bon, ok, maintenant stop Messi, tout Messi qu'il est, je vais mettre Ekitike. Ou stop Mbappé, je vais mettre Ekitike. Voilà. Et pour moi, pour l'instant, le problème, c'est qu'Ekitike, en dehors du fait qu'il est derrière les trois, mais il n'a pas du tout enfin, il n'a pas de référence avec le PSG. Voilà. Donc Oui, même mais le bon, vestiaire. il est sur le banc, il fait partie de ton effectif. Alors, je Oui, suis d'accord avec toi, il a eu peu de temps de jeu jusqu'à présent, mais une demi-heure, 20 minutes, mais parce que le pareil, tu vois, il contexte peut se n'est pas montrer bon. aussi. Oui, mais le contexte n'est pas bon. Ça veut dire que peut-être qu'à Toulouse, il peut démarrer le match, tu vois, ou rentrer une demi-heure. Je pense Je qu'hier, vois. il y a un contexte qui est différent, c'est Monaco. Tu es au parc, tu es sur une belle série et tu es à 1-1. Tu peux pas le lancer comme ça parce qu'on va en attendre aussi beaucoup. Imagine, il rentre à la 75e. On attend tout ce qui marque et tout. Si il est éclaté, tu sais très bien comment ça va se passer. Il y a aussi de la gestion dans tout ça de Galtier malgré tout. Et c'est pour ça que je te disais au début du podcast, moi, je ne serais pas surpris qu'à Toulouse, qui vient en Oui, plus oui. de perdre là, tu te retrouves avec, par exemple, un Ekitike titulaire, un Verratti sur le banc, Sarabia. voilà, un Sarabia. Alors peut-être pas les trois, tu vois, mais peut-être que voilà, Neymar qui débarque sur le banc ou Messi qui démarre sur le banc, tu vois, parce qu'il va y avoir les deux prochains matchs, parce que c'est le moment de donner du temps de jeu, parce que le contexte, c'est Toulouse, c'est quand même pas Monaco. Voilà, je pense que c'est à partir de maintenant qu'on va, enfin, c'est à partir de maintenant qu'on pourra critiquer entre guillemets le coaching de Galtier, parce que je pense réellement il avait envie de pousser ses joueurs avec un maximum de temps de jeu pour arriver à la Ligue des Champions avec 90 minutes de jambes. Tu vois, tout à l'heure, tu disais Verratti, il a couru 90 minutes. Je pense que dans la tête de Galtier, c'est ça les objectifs. C'est que Neymar il soit capable de faire 90, c'est que Verratti soit capable de faire 90. Et maintenant, bah là, on va rentrer dans la période dure et tu pourras faire tourner. Donc là, on pourra le juger vraiment, quoi. Bah, très bien, monsieur. Je pense qu'on a fait le tour pour ce PSG Monaco. Vous voulez ajouter autre chose ou tout va bien? Non, ça va. Non, bah, je vous donne deux, trois informations. Alors, je vous préviens, hein, soyez pas étonnés. Vous dites, ah, il y a le tirage de sort de Ligue des Champions, vous n'en parlez pas. On va en parler, évidemment, mais ça, il faut du temps pour développer. Et comme je vous l'ai dit, il est assez tard et coach Yacine est fatigué. Demain, il se lève tôt. Il a une session d'entraînement avec les petits jeunes. Mais rassurez-vous, il rentre samedi, Yacine. Et puis, on va s'organiser un podcast spécial Ligue des Champions pour vraiment parler des équipes, des objectifs du PSG. On parlera aussi des autres poules parce c'est un tirage qui a été très intéressant. Je rappelle que la poule du PSG, donc elle est composée du PSG, La de, Juve, la Juve, de la Benfica, Juve, pardon, du Benfica. Maccabi Haïfa et du Benfica Lisbonne. C'est ça. Mais voilà, on va pas en parler 2 minutes ici, ça sert à rien. On en reparlera, on fera une vidéo spéciale Ligue des Champions la semaine le début des phases de poule. Deux, trois informations avant de terminer. On a assisté, messieurs, donc, tu vois, tes prières ont été exaucées depuis la Grèce, Nicolas, au départ d'Ander Herrera. Ça y est. Donc, c'est pas un départ définitif, hein, c'est un prêt avec option d'achat pour l'Espagnol. C'est bon pour lui, ça, Nico. Il retrouve un club qu'il connaît, son pays d'origine. Bon, Ouais, c'est une bonne c'est bon pour nous surtout, hein. Mais alors déjà, j'ai adoré. Il a fait la vidéo de présentation. Il l'a faite en télétravail depuis Paris, parce qu'ils ont filmé ça au Trocadéro. Je crois que j'ai jamais vu un joueur présenté dans son ancien club. C'est formidable. Limite, il était sur la pelouse du parc avec le maillot de Bilbao. Exceptionnel.
Donc, ouais, non, mais c'est Et une bonne nouvelle. C'est une il, bonne il nouvelle. prend aussi une photo là, sur le pont. Alors, je sais plus quel pont de Paris, je sais plus si c'est le pont Alexandre III. Enfin bref, un des ponts célèbres de Paris. Et il se fait reconnaître par des supporters parisiens. Et c'est un mec qui prend une photo. Il arrive, il fait ça avec la Tour Eiffel derrière lui. Et il est reconnu. Et ensuite, il part rapidement. Mais oui, c'est vrai que la présentation, elle est folle. Depuis Paris. Ouais, ouais. Non, non, mais écoute, c'est un joueur qui servait pas à grand chose dans l'effectif l'an dernier. Galtier comptait pas dessus. Ils ont réussi à l'exfiltrer. Bravo, bravo encore une fois au duo Campos-Henrique. C'était pas gagné. Surtout quand on voyait ses stories Instagram, se balader sur le Pont Neuf, à expliquer qu'il kiffait sa vie à Paris. Je te cache pas que j'étais un peu inquiet sur la saison d'Herrera au PSG. Puis bon, écoute, tant mieux pour lui, bonne continuation. Et puis on se revoit l'an prochain pour venir récupérer ses affaires et vider son casier. Il n'y a pas de souci. Juste un détail, quand tu dis bravo Campos Antero, oui, bravo, mais on va pas se leurrer, hein, c'est un prêt avec option d'achat. La plus grosse partie du salaire, elle est prise en charge par le PSG. C'est-à-dire que voilà, dans l'esprit de pouvoir alléger ta masse salariale, ça va pas être le cas en faisant que des prêts. Et ça va être aussi le cas pour Paredes avec la Juve. Et là, il va rester dans le loft Icardi, dont on dit qu'il a des touches en Turquie. Moi, honnêtement, j'y crois pas du tout. Surtout un prêt avec option d'achat obligatoire. Pourquoi? Parce que les Turcs, en général, ne paient pas de gros transferts, n'ont pas les moyens de faire des joueurs à 35-40 millions. En général, ce genre de joueurs, ils les prennent en fin de contrat, libre, pour pouvoir lui donner un salaire décent. Donc, ça reste. Moi, je suis inquiet plus pour Icardi. Et il restera Gay, qui est, voilà, la porte est toujours ouverte avec Everton, mais bon, lui, il voudrait partir libre pour pouvoir négocier un meilleur contrat avec Everton. Le PSG n'entend pas de cette oreille. Ils veulent toujours une indemnité de transfert. Ça D'ailleurs, négocie toujours. Oui. excuse-moi, c'est nouveau cet été, j'ai l'impression, les mecs qui restent 1 ou 2 ans, qui disent ok, on veut bien partir, mais on résilie mon contrat, je pars libre. Quoi. C'est nouveau, ça, c'est la nouvelle tendance. Les mecs estiment qu'ils peuvent partir, on compte plus sur moi, donc je pars libre. Quoi. C'est assez fascinant. Donc bon, écoute, pourquoi pas. C'est le foot C'est moderne, tout à fait j'imagine. ça, en fait. C'est-à-dire que eux estiment que, OK, vous nous avez mis de côté, vous nous avez humiliés, vous nous avez mis dans un loft. Bah, à ce moment-là, moi, je veux bien partir, mais vous me payez mes indemnités parce qu'ils sont en position de force. Ils savent très bien que voilà, le PSG sera obligé de les réintégrer au 1er septembre. Donc, quoi qu'il arrive, eux, voilà, ils vont pas sacrifier leur salaire alors qu'ils ont été mis de côté. C'est comme ça qu'ils pensent. Mais je pense que pour Gay, il y aura une solution favorable. Là où je suis plus inquiet, ce serait plutôt pour Draxler et Icardi. Parce qu'on a appris que Fulham, le club londonien, a des vues sur Layne Kurzawa. On n'y croyait plus. Apparemment, l'intérêt est sérieux. Ah, question avant de terminer, question à vous deux, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut se relancer en première ligue, Kurzawa, les gars? Mais souhaitons-lui. Est-ce que tu Non, mais, peux ouais, rebondir après un an sans activité, sans jouer ouais, moi, franchement, je pense que oui. Je pense que oui, parce que le football anglais, c'est pas non plus un football d'une rigueur tactique exceptionnelle. Que Kurzawa, je pense que c'est un joueur qui est plutôt à la base avec de la vitesse. Et souvent, c'est les joueurs qui reviennent le plus vite parce que c'est pas les mêmes préparations, etc. Ils ont besoin de moins de temps de jeu. Voilà, et puis je pense qu'en Angleterre, honnêtement, à Fulham, voilà, il y a la place, il n'y a pas des joueurs exceptionnels devant lui. Donc moi, je pense que oui. En plus, bon, c'est à Londres, donc hein. pas non plus au fin fond de l'Angleterre. Ah ouais, c'est clair, parce qu'eux, leur collab aussi. Nico, alors, toi, tu crois ou pas au rebirth de Layne Kurzawa? Non. Écoute, la seule chose que je peux dire, c'est que moi, je suis pas du tout croyant, mais si effectivement il se barre là-bas, je commencerai à croire à une présence divine au-dessus de notre tête, quoi, parce que je n'ose plus y croire à ce départ de Kurzawa. Mais comme le dit Yas, je lui souhaite de se relancer effectivement. Voilà, il m'intéresse pas en fait ce joueur. Des mecs qui Ouais. restent comme ça dans un club sans jouer, qui acceptent leur situation, qui refusent de partir, voilà, on a vécu ça avec Ben Arfa. Là maintenant c'est Kurzawa qui nous. C'est pas sa faute, hein. On lui a donné de l'argent, on lui a donné un salaire et un contrat. Voilà, il faut assumer nos conneries, mais voilà. Pour lui, effectivement, déjà, je lui souhaite juste de partir pour jouer au foot. Voilà, c'est son métier. Je pense que même s'il a vécu sa meilleure vie depuis un an avec tous ses week-ends et à travailler 2 heures par jour et à toucher 500 000 euros par mois, voilà, il est peut-être temps d'aller jouer un peu au foot. Bah, écoute, tu n'es pas croyant, mais on essaiera de t'emmener quand même à la mosquée avec Yacine. Tu fais une petite prière, c'est ton Je vous jamais. accompagnerai avec plaisir.
un dernier mot justement sur tout ça, c'est que en fait, c'est les limites du loft. Tout le monde était content du loft. Ouais, ils écartent les joueurs qu'on veut pas, etc. Super, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est les limites du loft. Si à un moment donné, tu mets un mec à l'écart, enfin, moi, je suis un club de foot et je vais pas me dire, mais les mecs, ils en veulent plus. Ils le mettent à l'écart. Et moi, ils me demandent 20 millions pour l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? C'est les limites du loft. Et c'est aussi ce que vient de dire Nico, mais voilà, l'idée de quand tu construis ton effectif, il faut arrêter les conneries, quoi. Parce qu'en fait, tu le payes toujours. Donc, ça doit servir de leçon aussi d'arrêter de prendre des mecs sous contrat à faire acheter 4 milieux d'un coup parce que tu es en panic buy et que faut absolument faire un milieu physique, je sais pas quoi, et tu te retrouves avec des mecs et des mecs et des mecs, puis après, tu sais plus quoi en faire. Voilà. Mais les limites, mais ce que vit le PSG, c'est les limites de son loft. Si tu prends Herrera en préparation, et même s'il fait 30 minutes par-ci par-là, le club il se dit bon, il va peut-être être remplaçant, mais il est dans l'effectif. Là, tu envoies le message de je ne veux plus de lui. C'est compliqué de demander à quelqu'un de te donner de l'argent pour quelqu'un que tu veux plus. Là où c'est le plus étonnant, effectivement, c'est que voilà, j'ai lu que Fulham, enfin le PSG discute avec Fulham mais attend plus. Mais en fait, t'attends rien en fait d'un mec comme Kurzawa quand t'es PSG aujourd'hui. Tu comptes plus sur lui, il te coûte 5-6 millions par an. T'attends juste qu'un club vienne le chercher. Donc l'indemnité de transfert, j'ai même envie de te dire, tu t'en fous. Tu es là pour économiser un salaire. Donc j'ai du mal à comprendre. Effectivement, si tu es dans l'optique de dire, nous on veut discuter avec des clubs et on veut du pognon sur Herrera, sur un Icardi, effectivement, le loft c'est complètement con. Parce que tu dis aux gens, est-ce que vous voulez acheter nos poubelles? Entre guillemets, en restant, je considère pas les gens comme des poubelles. Mais en gros, c'est ça. Je mets à la poubelle. Je mets de la poubelle, un vieux garage en plastique d'un de mes gamins, et puis quand il y a un mec qui vient le récupérer, je dis ah ouais non mais attends par contre j'en veux 10 euros. Bah non, tu vas le mettre à la poubelle, je vais pas te le payer. Toi c'est la même chose. Donc donc je compare pas Icardi à un garage à 10 euros. Hein. Je vous rassure, je pense qu'il vaut beaucoup moins Icardi aujourd'hui, mais c'est la limite effectivement par rapport aux autres clubs. Après si t'es dans l'optique de dire on vous met de côté parce qu'on compte pas sur vous et puis dès qu'un club vient vous chercher, vous négociez avec eux, mais nous on prendra rien. Le loft dans ce cas-là, il est pas con, tu vois, en soi. Mais effectivement, si tu attends 10 millions d'Icardi et que tu le mets dans le loft, tu les auras jamais tes 10 millions. Après, selon le Parisien, je dis bien selon le Parisien, il y a de l'eau dans le gaz entre Antero, Campos, Galtier, parce que le duo Campos-Galtier estimerait que Antero bloque certains départs, est trop exigeant et du coup ça ralentit la venue des joueurs qu'ils attendent. D'ailleurs, avec le départ d'Ander Herrera, normalement on devrait avoir l'arrivée du Napolitain Fabien Ruiz. Je pense que ça peut se débloquer assez rapidement maintenant et il manquera un élément offensif et un défenseur. On parle ces derniers temps justement du défenseur monégasque Disasi qui était titulaire hier. On parle de lui. Parce que vous en pensez, moi je le connais pas très bien, donc je vais pas donner mon avis là-dessus, mais Yacine, 30 secondes en 2 mots. En 2 mots, non. Voilà. En un mot. En un mot. Nico, pareil? Je suis pas fan. Après, moi je pense qu'il va y avoir une grosse surprise avant la fin du mercato. Je pense qu'un joueur de l'Inter de Milan va arriver au PSG contre toute attente. J'y crois encore, bizarrement. Et par contre, je suis très très surpris, mais vraiment étonné qu'on en avait parlé en début de mercato, que la piste Fofana à Lens n'ait pas été creusée. Parce que pour le coup, je trouve que c'est vraiment un joueur qui ferait du bien au PSG. C'est un profil que tu n'as pas. Fabien Ruiz, je trouve que c'est un profil un peu différent, même si c'est aussi un beau bébé. Hein. Alors, j'ai pas sa fiche sous les yeux, mais je crois qu'il est, il est grand, quoi. Il est grand, il est costaud. Mais voilà, enfin, je trouve que Fofana coche toutes les cases aujourd'hui pour venir dans ce profil-là. Le club de Lens est ouvert à un départ, lui également. Il faut juste venir avec une belle proposition. Alors, ça sera évidemment plus cher que les 25 millions qu'on évoque pour Fabien Ruiz, mais je trouve que le PSG aurait peut-être dû plus creuser cette piste. Je suis étonné en tout cas que ça n'a pas été le cas. Bon, après, voilà, je suis pas recruteur, je suis pas Luis Campos. Donc avec l'âge de Fofana, le prix qu'il va coûter, c'est-à-dire entre 30 et 40 millions, c'est un genre de 28 ans, c'est ça, hein, 28, 29. Tu peux mettre, si tu mets 25. Tu mets 25 sur Fabien Ruiz, tu peux mettre 35 sur Fofana, tu vois, je pense que tu n'es plus à 10 millions près. Mais non, puis en plus, toi, c'est un joueur qui connaît la Ligue 1, tu peux imaginer une adaptation quand même plus rapide qu'un mec qui débarque de l'étranger. Voilà, je dis pas que c'était la recrue idéale pour le PSG, mais je suis étonné en tout cas que cette piste n'ait pas été davantage creusée, ou en tout cas qu'on n'en ait pas pu se parler.
Après, c'est possible. Hein. Là, si tu viens d'acter le départ d'Herrera et que si effectivement Paredes rejoint la Juve d'ici mercredi minuit, effectivement, tu as libéré de la place et pourquoi pas parce que t'as aussi tu peux aussi te séparer aussi de Keylor Navas, donc tu as un gros salaire d'ici mercredi. Peut-être qu'il sera dans la transaction avec Fabian Ruiz. Bah, apparemment, a priori non. Il n'y a pas de enfin, Navas ne servira pas de monnaie d'échange pour diminuer le transfert de Fabian Ruiz. Pour l'instant, c'est un joueur du PSG, Navas. Mais effectivement, hein, jusqu'au mercredi 31, c'est possible. Mais j'ai plus l'impression que on va se diriger vers des prospects ou des joueurs portugais, notamment sur le côté offensif. A priori, Galtier en conf a dit qu'il y avait des gens, des joueurs qu'attendaient sur le côté pour certains départs pour pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain. De toute façon, le mercato se termine mercredi soir, donc on va être vite fixé. Messieurs, je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin et ce soir pour Yacine. Yacine, ça y est, tes yeux ont disparu, c'est comme Neymar. Je suis obligé de te libérer. Donc c'est moi aussi. Exactement. Il y a un match mercredi, honnêtement, on va pas faire de podcast. On va attendre le match du week-end pour parler des deux matchs et surtout, on va pas embêter Yacine quand même tout le temps. Il travaille, le pauvre. Et bien, nous, on se retrouvera la semaine prochaine ou lundi pour débriefer les deux matchs. Et comme je vous l'ai dit, on refera une vidéo à part pour parler de la Ligue des Champions. On ne pourra pas compter sur Nico. C'est un peu comme le PSG ne peut pas compter sur Icardi. On ne peut pas compter sur Nico parce qu'il part encore en vacances. Voilà. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Faudra qu'on calcule, parce que là, je serai à Bangkok, il y aura plus 6 au niveau décalage horaire, je crois. Donc, il faudra calculer. Il faudra que Yacine fasse des efforts aussi. Et puis, mais si, c'est jouable. Je serai rentré. Ça peut être jouable. Moi, je serai rentré, donc je peux faire des efforts. Ça peut le faire. On va calculer. Je disais, Nico, moi, je ne vais pas travailler avec madame, surtout si vous partez en vacances. Voilà, je ne veux pas qu'elle dise qu'on. Voilà. Non. Ça va, t'inquiète. Elle est habituée maintenant. Elle vous aime bien en plus. oui, mais on l'aime bien aussi. On l'a vu de temps en temps avant d'enregistrer, évidemment, en off. Ouais. Tu lui passeras le bonjour. Ça marche. Merci encore, messieurs. Merci à tous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, etc. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Bonne semaine à vous et à bientôt. Ciao. Salut.